Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Bon MJ. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo tout seul là. Je tenais à vous remercier pour toutes les questions qui ont été posées pour le TTRPG, le podcast dans lequel on essaye de répondre à vos questions. Vous êtes super nombreux à le faire et vous continuez à poser des questions et c'est très très cool. Et je voulais aussi remercier les gens qui ont fait durant toute l'année 2024 et qui continuent à faire des dons sur Tipeee et à soutenir la chaîne. Merci à vous tous pour votre participation. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur le Discord aussi en ce moment, donc c'est très cool. Dans cette vidéo, j'aimerais en fait justement répondre à certaines des questions qui ont été posées pour le podcast tout seul. Pourquoi je fais ça? Parce que déjà, comme j'ai dit, il y a beaucoup de questions. Et il y a des questions où j'ai l'impression qu'on y a déjà un petit peu répondu avec un invité, etc. Et donc en fait, j'ai peur qu'elles restent, on va dire, au fond du panier, d'une certaine façon. Parmi les plus vieilles questions qui ont été posées en décembre, etc. Je vais essayer d'y répondre un petit peu tout seul. Aussi, je pense que je vais essayer d'y répondre assez rapidement. Il n'y a pas d'invité du coup, etc. Et on tourne pas autant autour de la question. Mais du coup, si vous le souhaitez, en commentaire de la vidéo, vous pouvez venir compléter parce qu'en fait, d'ailleurs, c'est le cas, même quand il y a un invité, il peut y avoir d'autres points de vue. On va commencer par une question de Cortex. Comment fait-on pour présenter honnêtement une situation dans un jeu narratif? Comment les joueurs et joueuses peuvent comprendre et utiliser les enjeux en ayant toutes les cartes en main? À quel point doit-on être honnête? Est-ce qu'on a le droit de garder des as dans sa manche? Donc la question, en fait, il y en a trois. La première chose que je dirais, c'est que ça dépend du jeu, comme à chaque fois. Je pense que le jeu peut informer sur comment on présente les choses. Je vais essayer d'aller un peu titiller le fond de la question. Je pense que l'honnêteté apparaît plusieurs fois dans cette question. Et du coup, finalement, ce qu'on peut se demander, c'est, peu importe le jeu d'ailleurs, à quel point, en tant que MJ, je dois être honnête. La première chose, c'est que je ne dois rien, en fait. Encore une fois, ça dépend du jeu, ça dépend de ce à quoi on joue, ce qu'on a décidé de faire. Et donc oui, j'ai le droit de garder des as dans ma manche, je pense. Je peux aussi présenter, dans l'absolu, malhonnêtement, une situation pour tromper mes joueurs, etc. Peut-être que c'est un effet recherché. Il y a une question de l'effet recherché. Moi, je pense que lorsqu'on est, en tant que joueur, en train d'être dans son personnage, dans une situation, finalement, la question de est-ce que le MJ est honnête sur la situation, est-ce qu'il me cache des trucs, etc., n'est pas si importante, on va dire, dans l'immersion qui consisterait à être dans mon personnage. Parce qu'en fait, mon personnage ne sait pas tout. Donc si l'effet, a priori, c'est le but recherché, en fait, c'est de se dire, le seul objectif de ce jeu, c'est de me mettre dans la peau de mon personnage, peu importe que ce jeu soit narratif ou quoi, c'est d'être dans la peau de mon personnage, d'une certaine façon, il n'y a pas de raison que mon personnage ne soit pas trompé par des PNJ, il n'y a pas de raison que mon personnage sache tout de l'univers, etc., etc. Donc, au niveau de est-ce que ça m'empêche d'être dans mon personnage, je dirais qu'il n'y a pas trop de friction a priori, mais seulement a priori. Parce que lorsque je suis en train de jouer à un jeu de rôle, je joue un personnage qui n'est pas moi. Peu importe l'illusion, peu importe la capacité que le joueur lui-même peut avoir à se mettre dans la peau de son personnage, peu importe la capacité des autres joueurs à me faire ressentir que mon personnage existe parce qu'ils interagissent avec moi et peu importe à quel point je crois à cet univers n'existe pas, qu'on soit bien d'accord. Et du fait que cet univers n'existe pas, ce que devrait savoir, etc., mon personnage, c'est un peu diffus, c'est un peu incertain. Et donc, par exemple, si j'ai le sentiment, à un moment donné, que mon personnage, il aurait pu savoir ça à l'avance, mais qu'en fait, le MJ me l'a caché. Par exemple, je vais prendre un exemple. Mon personnage, il est extrêmement précautionneux. Il connaît parfaitement la ville dans laquelle se déroule l'intrigue. C'est quelqu'un qui a du réseau. C'est quelqu'un qui s'informe beaucoup. Donc moi, je m'imagine dans ce personnage, si à plein de moments, il y a des situations où j'ai l'impression que mon personnage, en fait, il se fait avoir, il est incompétent, etc., etc., potentiellement, ça peut, à ce moment-là, me sortir de mon personnage. Et donc, dans ce cas-là, quand je veux faire une expérience de jeu où les joueurs, c'est des experts, etc., ils connaissent très bien le monde dans lequel ils vivent. En fait, dans l'absolu, les personnages sont censés mieux connaître le monde dans lequel ils vivent que nous, les joueurs qui les incarnons. Même s'ils n'existent pas. C'est un peu bizarre, mais c'est ça. Et donc, si j'ai le sentiment que, je bite rien à ce qui se passe, alors que mon personnage, ça fait 30 ans qu'il vit dans cette ville, il est encore en train de tout découvrir et il n'arrive pas à faire de plan, il comprend rien, enfin, il est perdu. Peut-être que ça peut poser un problème sur l'objectif de l'immersion dans mon personnage. Et dans ce cas-là, il peut y avoir des mécaniques, et notamment dans les jeux narratifs, même si dans l'absolu, tout jeu de rôle a une petite composante narrative à minima, etc., etc. Dans les jeux qu'on dit narratifs, là, c'est énervant ces mots. Il y a parfois des mécaniques, voire des pratiques, c'est pas toujours des mécaniques, qui permettent au joueur, sans avoir besoin du MJ, de plus s'immerger par lui-même dans le personnage. Par exemple, le fait que dans un combat, je puisse utiliser de l'environnement qui n'a pas été décrit par le MJ, par exemple. C'est un grand classique. En général, ça n'a pas d'impact mécanique, ça change pas grand-chose, etc. C'est purement esthétique. Mais clairement, ça me permet plus de me plonger en tant que joueur dans mon personnage,
de pouvoir utiliser des trucs que j'imagine a priori être dans cet univers et que mon personnage devrait voir, sans avoir besoin à chaque fois de la validation du MJ, sans que dans la conversation qu'est la partie de jeu de rôle, je sois en permanence dépendant du MJ pour valider ou invalider mes propositions. Ça peut aussi être dans un jeu narratif, par exemple, des points d'histoire, ou je sais pas quoi, ça peut être de plein de manières différentes, des mécaniques, des choses sur lesquelles on s'est mis d'accord, qui permettraient à mon personnage d'établir des choses sur l'univers et qui serait pour le coup pas seulement esthétique, pas seulement situationnel. Typiquement, je suis un personnage qui a du réseau, comme je disais plus tôt, la capacité pour moi d'inventer des PNJ qui font partie de mon réseau. Je suis un voleur de la guilde des voleurs, la capacité pour moi d'improviser des PNJ de la guilde des voleurs. Tout ça, potentiellement, ça va augmenter mon immersion et me permettre, en fait, sans avoir besoin de parler d'honnêteté du MJ, etc., de moi-même pouvoir participer à créer les situations qui me semblent être les plus propices à incarner mon personnage et à faire interagir mon personnage et à créer l'écosystème dans lequel, entre guillemets, a vécu ce personnage qui n'existe pas encore une fois. Donc ça peut augmenter le fait que j'y crois. Maintenant, il y a la question de l'honnêteté dans une situation, dans un jeu narratif. Comment les joueurs et joueuses peuvent comprendre et utiliser les enjeux en ayant toutes les cartes en main, etc., etc. Je pense que ça pose une autre question qui cette fois-ci est plus méta, même si finalement tout est méta puisque rien n'existe dans le jeu de rôle. Pour de merde. Si le MJ garde trop d'as dans sa manche, c'est-à-dire qu'il me fait des plot twists dans tous les sens, que j'ai tout le temps l'impression de pas comprendre ce qui se passe, ou que les interventions du MJ, j'ai le sentiment rendent inconséquentes ou finalement annulent un petit peu la hype de mes actions. En gros, que le MJ, entre guillemets, me vole la vedette à chaque fois que je fais un truc. Ça peut être problématique et ça va plus être un truc de joueur à joueur. Et d'ailleurs, ça n'est pas que le MJ. Sans parler d'honnêteté, si à chaque fois que dans le jeu, je fais une action, il y a un joueur qui vient me couper l'herbe sous le pied avec une de ses idées, ça peut devenir frustrant, en fait, de joueur à joueur, quoi. Et avoir un as dans sa manche, cacher des choses aux autres joueurs pour finalement, hop là, subvertir la situation, subvertir leurs attentes. Ils pensaient que c'était ça qui se passait dans la scène. Ils pensaient qu'ils allaient gagner, mais non, le méchant arrive et il arrête tout. Je pensais que le personnage d'un autre joueur était mon ami, mais non, en fait, depuis le début, il avait un secret qu'il gardait depuis le début de la campagne et là, il me trahit, etc. Ça, en fonction de la quantité et de l'intensité, ça peut être frustrant. Je m'imagine partir à la chasse aux trolls pendant une session et que je suis ultra hypé par cette chasse aux trolls. Je suis en mode The Witcher, là, j'ai pris des potions et tout. J'arrive et il s'avère que le troll, c'était une bande d'enfants qui avaient fabriqué un costume pour se déguiser en troll. C'est stylé peut-être comme idée en soi, les enfants de la forêt qui chassent les gens en fabriquant un troll artificiel. Mais à ce moment-là, je peux avoir l'impression d'être, encore une fois, un peu floué. Que le MJ, plutôt que de voir que j'étais hypé par le truc, aller avec le flow de ce qui nous éclate, il vient nous subvertir, contrecarrer nos attentes pour la surprise, pour le plot, etc. Et parfois, c'est pas ouf. Et c'est pour ça que je pense que si on peut être un peu malhonnête et garder quelques as dans sa manche, je dirais qu'il y a une limite à ça, quoi. Il y a une limite à ça. Et je terminerai en disant qu'en fait, c'est pour ça que la première chose que j'ai dit, c'est que ça dépend aussi du jeu auquel on joue. Parce que qu'on le veuille ou non, il y a une composante méta dans le jeu de rôle. Et si, par exemple, je sais que mon MJ se sert de table aléatoire, je vais pas être dans la même posture que si je sais que mon MJ a préparé un scénario très ficelé avec des plot twists, etc. Je vais pas être dans la même posture que si je sais que le MJ construit sur les jets de dés qu'on fait, par exemple dans les jeux Powered by the Apocalypse, etc., quoi. Typiquement, on met en parangon des jeux narratifs. A priori, dans ces jeux-là, je pars du principe que comme on joue à un PBTA, le MJ, il sait quelques trucs, mais les dés guident pas mal comment ça va se dérouler, quand les choses doivent arriver, tout ça. Et je fais confiance au fait qu'on joue à ce jeu. Et si là, par exemple, le MJ il garde plein d'as dans sa manche, on jette pas trop les dés, on se sert pas du système et il contre, entre guillemets, il intervient fort en fait et il transforme le jeu auquel on joue, potentiellement, ça peut m'embêter parce que j'ai l'impression qu'il est pas honnête, par exemple, ne serait-ce que sur le fait qu'on joue à ce jeu, quoi. Tandis que si c'est un scénario qu'il a vraiment cuisiné, etc., un peu cinématique et tout, et qu'on est clair là-dessus dès le départ, je peux accepter, je pense, beaucoup plus facilement le plot twist, que mes attentes soient subverties sans intervention du jeu, qu'en gros le MJ vienne me dire « Eh non, depuis le début tu te trompais, c'est comme ça, c'est le scénario. » Parce que je sais que je joue à un scénario comme ça. Question de Joss. Quelles sont les règles implicites qui fonctionnent pour vous ? Celles qu'on ne trouve pas dans les livres, mais qui rendent à coup sûr la partie meilleure, quel que soit le jeu. Quelles sont les règles implicites ? Je pense que déjà, c'est pas parce que elles sont pas dans le livre qu'elles sont implicites. On peut se fixer des règles explicites qu'on ne trouve pas dans les livres, mais qui rendent
à coup sûr la partie meilleure, quel que soit le jeu. Ce que je comprends là-dedans, c'est quels sont, on va dire, les trucs un peu transversaux à tous les jeux. Par exemple, il y a un implicite aujourd'hui dans la plupart des jeux, en tout cas de la manière dont on les joue. C'est un truc un peu culturel, c'est un peu diffus. Il y a un implicite qui est que les jeux de rôle seraient des jeux coopératifs et pas compétitifs. Ce qui parfois, d'ailleurs, s'étend un peu sans qu'on s'en rende compte, les jeux de rôle ne devraient pas inclure de PVP. Le PVP, je pense que c'est pas un truc très majoritaire dans le jeu de rôle. Parce qu'on a eu des mauvaises expériences, parce que je sais pas quoi, donc il y a une sorte de construct qui s'est fait. Et on n'ose plus faire du PVP, où on demande énormément l'autorisation, etc., etc. Donc peut-être que ça, c'est une règle implicite, par exemple, je sais pas. Moi, la règle que j'aime bien, déjà, celle de... Et on en a un peu parlé dans la question précédente, et je trouve que ça marche, peu importe le jeu, c'est d'être ultra clair sur ce qu'on fait, en fait. Le fait de débriefer, le fait potentiellement de révéler son tour de magie. Moi, j'aime pas du tout la sensation de... On est dans un jeu où il y a un tour de magie, il y a quelqu'un qui nous cache des trucs et tout. Donc moi, la transparence et le fait de discuter autour du jeu, d'expliquer pourquoi on fait ceci, pourquoi on fait cela, je trouve que ça améliore tellement en tout cas pour moi, et on verra en commentaire si vous avez un avis là-dessus. Pour moi, ça améliore vraiment à fond mon expérience de jeu. Une autre règle implicite, c'est de faire passer la parole. Mais ça a parfois besoin d'être explicité parce que chacun est plus ou moins volubile. Chacun se rend plus ou moins compte qu'il prend beaucoup de temps à la table ou pas. Tout le monde n'a pas la même attention, le même niveau d'écoute. Et même en fonction des moments, enfin, genre, je veux dire, d'une partie à l'autre, etc. Et si dans beaucoup de livres, il y a des conseils pour les MJ parce qu'il y a une sorte, ça c'est une règle un peu implicite, qui est en train de changer, je trouve, par ailleurs, certains jeux, ils pensent un peu plus. Mais dans la plupart des livres de jeux de rôle qu'on trouve, les conseils sont au MJ. Et donc on dit au MJ, écoutez les joueurs, etc., etc. Mais il n'y a pas toujours beaucoup de conseils pour les joueurs. Et je trouve que ça aussi, c'est un problème. En ce moment, je m'intéresse à un jeu, je vous en parlerai dans une future vidéo, je pense. Et il y a un truc qui est écrit dans le jeu et qui m'a fait beaucoup rire, parce que je pense que c'est un vœu pieux tellement la culture va à contre-courant de ce que le livre suggère. C'est écrit, il faut que tout le monde ait lu le livre de règles pour jouer. C'est pas un gros livre de règles. Et il y a plein de trucs qui sont des listes, des machins, on n'a pas besoin de connaître par cœur. Mais ils disent même, il faudrait que les joueurs, idéalement, pour pouvoir jouer et vraiment kiffer ce qui est en train de se passer, ils aient lu les règles du MJ, les principes du MJ. Et on a aussi des jeux, par exemple, je sais pas, comme Nave, dans les jeux OSR, où au début du livre, il y a les Player Principles, où on dit, vous devez explorer le monde, vous devez nanana, vous devez... Et qui dit explicitement aux joueurs, qu'est-ce qu'ils devraient faire en fait pour profiter du jeu, de la proposition à laquelle on a décidé de jouer. Et ça, c'est vraiment une carence, je trouve, de certains jeux. Ça crée ce truc de quand je suis joueur, je mets les pieds sous la table, j'ai pas besoin de comprendre. Le MJ va m'onboarder et tout va bien se passer, ça va être trop bien. C'est le MJ qui est responsable de m'expliquer tout le jeu qu'il a lu. Et moi, je peux, entre guillemets, importer mon comportement, ma manière de jouer d'un jeu à un autre, et ça marchera, parce qu'en fait, le jeu de rôle, c'est une sorte de grande famille de jeux, et peu importe ce qu'on met derrière, c'est toujours la même chose, au final. Genre une sorte de méga simplification comme ça. Et je pense que ça peut vraiment faire passer à côté de certains jeux, quoi. Pour simplifier, je pense que l'écoute, etc., ça devrait être un truc qui est dans les premières pages du jeu. Qu'est-ce que le joueur doit faire pour que la partie soit cool? Plutôt qu'on donne des conseils aux MJ sur la gestion du temps de parole de leurs joueurs. Quelles sont les autres règles implicites qui fonctionnent pour vous? J'avoue, ça m'inspire pas de ouf, cette question. Là, sur le moment. Désolé, Joss. Désolé. Si vous avez des idées en commentaire, etc., vous pouvez les mettre. Puis, si la question est vraiment un sujet brûlant, elle pourra revenir. On peut reposer les mêmes questions. Là, vraiment, j'essaie de diminuer la taille de la liste. Question de backup. Je me lance avec une question simple. À quel moment faire un jet sur une table aléatoire de rencontre selon le niveau d'arbitrage de la partie? D'avance, merci. Il y a une autre question juste derrière de Jugaka. Faut-il toujours préparer les rencontres aléatoires en amont? Alors, je pense... La première question, en fait, la question des tables aléatoires, c'est une question de qu'est-ce que je ne veux pas décider avant la partie. Donc je dirais que à quel moment faire un jet sur une table aléatoire de rencontre? Faut-il préparer les rencontres aléatoires en amont? Ça dépend. Encore une fois du jeu déjà, parce qu'il y a juste des jeux qui ne se servent pas de table aléatoire. On n'est pas obligé de s'en servir. Donc ça, c'est une première chose. Donc j'imagine qu'on est sur du jeu d'aventure, du D&D, du Dragonbane, un jeu OSR, des trucs comme ça, quoi. Déjà, il y a des jeux qui te disent quand faire un jet sur une table aléatoire, tout simplement. Par exemple, dans Shadow Dark, en fonction du niveau de dangerosité de l'endroit où tu te trouves, les chances de faire une rencontre aléatoire vont augmenter. En général, il y a une fréquence. C'est-à-dire, tous les 6 heures, par exemple, je fais un jet de rencontre aléatoire. Et en général, t'as une fréquence relativement élevée, enfin relativement codée dans le jeu, dans la manière dont on joue au jeu. Par exemple, ça peut être des tours d'exploration dans le donjon, ça peut être des tours de table, ça peut être du temps réel,
Ça peut être à chaque fois que je me déplace d'un endroit à un autre. En général, il y a un trigger, en fait. Il y a une règle qui vient trigger. Est-ce que je fais un jet de table aléatoire? Enfin, un jet sur une table de rencontre. Quand tu jettes ce dé, la première chose que tu check en général, c'est est-ce qu'il y a rencontre déjà? Avant même de savoir la nature de la rencontre. Donc en général, c'est un truc très simple pour que ça puisse aller vite. Typiquement dans Shadow Dark, ou les quarts de jour où je voyage, etc. Ou dès que je me déplace, ou 2 fois par nuit. Enfin, ça dépend du jeu. Encore une fois, si t'es en train de créer ton jeu, je me dis, une question comme ça, peut-être, c'est quelqu'un qui veut mettre des tables de rencontre aléatoires dans son jeu. Ton jeu n'a pas de règles en dur. Mais je me disperse. En gros, dans Shadow Dark, je vais jeter un D6 et sur un 1, il va y avoir une rencontre. Donc en fait, il y a une chance sur 6. Donc statistiquement, une fois sur 6, il y a une rencontre. Mais c'est pas du tout comme ça que ça marche des dés. Hein. Vous le savez, vous avez des maudits, tout ça, vous êtes des rôlistes, vous avez des superstitions. Et donc du coup, ça, c'est la fréquence. Et donc, en fait, c'est pas je fais un jet sur une table aléatoire de rencontre, c'est je fais un jet pour voir s'il y a une rencontre aléatoire. Et quand il y a une rencontre aléatoire, je fais un jet sur une table aléatoire de rencontre. Souvent, c'est comme ça, backup. Et donc, du coup, ce qui est marrant dans la question, c'est qu'il y a à quel moment faire un jet sur une table aléatoire de rencontre selon le niveau d'arbitrage de la partie. Eh bien, je te dirais que en général, quand tu te sers d'une table de rencontre, c'est que tu veux faire un arbitrage en amont et pas pendant. Tu veux pas décider quand est-ce qu'il va y avoir une rencontre aléatoire, et donc tu te fixes une règle que tu t'imposes de suivre, et ça va créer des contraintes, et tu vas peut-être avoir des parties où il y a plein de rencontres aléatoires, genre nuit en enfer, quoi, dans la jungle, genre on rencontre des trucs non-stop, et des parties où il y en a moins, parce que, justement, c'est aléatoire. Ce qui ne signifie pas que, en dehors de ça, à côté de tes rencontres aléatoires, tu peux pas imposer des rencontres au PJ à côté. Il peut y en avoir. Les fameux as dans la manche dont on parlait sur la question de Cortex avant. Tu peux décider qu'il y a des trucs qui vont arriver, mais du coup, tu décides moins de choses. Tu te dis, ces 2 trucs-là, c'est sûr, ils vont arriver. Le reste, on va voir. Ou alors, effectivement, tu pourrais te dire, moi, ma règle, c'est que je joue comme d'habitude. Je joue comme d'habitude. J'ai créé mes rencontres, et là, on commence à aller sur la question de Jugaka. J'ai préparé les rencontres aléatoires en amont. Donc je sais ce que je veux qu'il soit joué. J'aimerais bien, par exemple, qu'à un moment donné, il y ait des mecs qui essaient de voler les affaires des PJ. J'aimerais bien qu'ils croisent le roi et son escorte qui se dirigent vers la capitale. J'aimerais bien qu'il y ait, à un moment, je sais pas moi, un risque que les PJ tombent malades. Donc pas vraiment une rencontre, mais un truc où ils doivent faire des jets pour voir s'ils tombent malades, j'en sais rien. Ils rencontrent des personnes malades, voilà. Tu penses à des scènes que t'aimerais bien voir, mais tu ne veux pas déterminer dans quel ordre elles arrivent. Et donc dans ce cas-là, tu ne vas pas faire de jet pour savoir s'il y a une rencontre aléatoire. Ce que tu veux juste ne pas savoir, c'est l'ordre dans lequel ça arrive, pas la fréquence. Et donc dans ce cas-là, t'as beaucoup plus le contrôle sur le nombre d'événements dans la partie, parce qu'il n'y a pas de dé pour savoir s'il se passe une rencontre aléatoire. C'est toi qui décides, là je vais faire un jet sur une table aléatoire. Tu peux le décider consciemment en fait. C'est un choix de game design, c'est un choix, tu choisis les effets que tu cherches. Tu sais juste pas dans quel ordre ça va arriver. Et je pense qu'une histoire où je tombe malade avant de rencontrer la suite du roi, et une histoire où je rencontre la suite du roi, puis je tombe malade, c'est pas la même, parce que peut-être je tombe malade, et donc quand je rencontre la suite du roi, je demande l'aide du roi, parce que j'ai quelqu'un qui est malade dans mon groupe. Et si ça tombe, le roi ne veut pas qu'on s'approche, parce qu'il a peur de tomber malade. Si je rencontre le roi avant, peut-être que le roi, il veut me confier une mission, je dis n'importe quoi, je lui dis oui, bien sûr, dans 3 jours, on aura fait ça, monsieur le roi, et en fait, je tombe malade. Compliqué pour faire la mission du roi, du coup, et tenir ma promesse. Et donc, tu vois, tu peux réfléchir à des trucs comme ça, jouer sur ces paramètres-là. Et tu verras que pour certaines propositions, pour certains jeux, t'auras pas envie de table aléatoire. Pour d'autres, t'auras envie de table aléatoire. Et pour d'autres, t'auras envie de tester différents mix. Donc, il n'y a pas de je dois, est-ce que on est obligé, tout ça. Tu peux te l'enlever de la tête. Hein. C'est plus une question de comment et pourquoi. Pourquoi est-ce que je veux une table aléatoire? Quel effet je cherche à produire? Comment je vais le faire? Jugaka nous dit, comment gérez-vous le temps qui passe? Exemple, je fais un donjon qui prend, admettons, 2-3 jours. Le reste du monde n'a pas le temps d'évoluer. Après 15 jours, oui, il y a des conséquences, des factions, des PNG en mouvement. Je parle pas du dé dégressif comme je l'ai vu sur vos vidéos podcast. Si je ne fais pas de 1 ou 2, il ne se passe jamais rien. Il y a plein de manières de gérer ça, encore une fois. Tu peux le gérer à la logique. En 3 jours, il se passe en réalité énormément de choses. C'est des choses isolées. Ça ne concerne pas forcément directement les PJ. Donc en général, ce qu'on fait, c'est qu'on se soucie en priorité des gros événements qui peuvent chambouler tout et des trucs qui concernent directement les PJ. Et donc quand t'es dans ce paradigme-là, en réalité, t'es pas obligé de vraiment de penser le temps d'une manière, on va dire, très calendaire. Tu peux te dire à la session, bon, la dernière fois ils ont fait ça, il y a à peu près ce temps-là qui s'est passé, s'ils retournent là-bas, tu peux l'improviser aussi. Tu n'es pas obligé d'être dans une gestion, je dirais, au compte-gouttes, ultra précise du temps qui passe. Tu pourrais le mécaniser. Tu pourrais potentiellement, si tu veux un truc un peu plus carré, créer un truc un peu calendaire. Il y a des gens qui jouent avec des calendriers qui leur servent de, entre guillemets, de mécanique, de moyens de suivi. Et donc vraiment, bah, tu te dis, ok, les PJ partent au donjon, dans 7 jours, il va se passer ça dans la ville.
Sauf, bien sûr, si les PJ interviennent, etc., etc. Et tu peux vraiment traquer le truc comme ça. C'est une possibilité aussi, si tu as le souci à ce point-là du détail. Mais voilà, on peut quand même déjà partir du principe que, basiquement, la plupart des parties de jeux de rôle aujourd'hui se jouent pas avec un tracking aussi précis. On veut jouer les trucs intéressants, les ellipses sont un peu floues, etc. Ça n'est pas nécessité. Donc, en fait, la question plus qui se pose, c'est celle du monde qui évolue. Comment est-ce que le monde évolue? Il y a plein de manières de faire. Tu peux utiliser des horloges, donc tu dis, mon dé dégressif, ça m'intéresse pas, mais sache que c'est sûr, si tu prends un dé 20, ça va mettre du temps. Mais par exemple, tu peux juste dire, tel événement, au début de chaque session, je jette un dé 6, et si ça fait 1 ou 2, il se produit. C'est quand même rare statistiquement que les dés dégressifs ne produisent rien. Ça, c'est une certitude. Puis il faut voir la fréquence à laquelle tu jettes le dé. C'est comme pour les tables aléatoires. En fait, on revient un peu au même schmilblick. Quand tu veux mécaniser ça, pour créer de l'aléa, pas savoir quand les factions vont arriver pour qu'il y ait des situations catastrophiques qui arrivent et du moment où les PJ ils ont de la chance et qu'on ait une sorte de courbe de tension qui parfois est imprévisible, sauf qu'elle est pas complètement imprévisible parce que si tu es transparent et que les PJ savent que tu joues avec cette mécanique, ils vont jouer en fonction. Donc ils vont pas ressentir l'injustice, la malhonnêteté dont on parlait plus tôt. Vous voyez, tout se connecte. Mais en gros, voilà, tu peux réfléchir à des trucs comme ça. Tu peux avoir des factions qui ont des objectifs. Et sur chacun des objectifs de ces factions, tu mets des timers en nombre de sessions, ce qui serait une composante ultra méta pour le coup, le nombre de sessions. Parce que ça n'a plus rien à voir avec le temps dans la fiction, mais ça a à voir avec le temps de jeu. Tu pourrais mettre des timers sur un calendrier, dire le 27 janvier, cette faction va attaquer cette autre faction. Tu peux mettre, par exemple, des poules de D6. Ça, c'est... Prends 10 D6, tu les jettes tous, et tous les 1, les 2 et les 3, tu les vires à chaque fois que tu jettes le dé. Donc le pool réduit, et quand le pool s'est complètement vidé, boum, la faction, elle attaque, elle fait son objectif. C'est autant de moyens de faire évoluer les agendas des différents éléments de l'univers. Avec les méthodes aléatoires, calendaires, etc., tu crées de l'imprévisibilité, ou bien tu planifies quelque chose qui te semble réaliste et que tu réajustes. Mais tu peux aussi y aller un petit peu avec ton feeling sur la narration. C'est-à-dire que si tu veux, pense le truc le plus répandu, ça consiste juste, à regarder les factions dont tu as déjà parlé et te dire, ah, ça fait longtemps que c'est pas revenu dans le jeu, ça. Ou alors, ah, ça serait peut-être le moment intéressant pour que ça arrive, selon moi, j'ai un bon feeling là-dessus. Tu peux aussi, tout simplement, faire comme ça pour faire évoluer les choses. La Moule Intello demande, est-ce qu'un jeu pro, dans le fond, ce n'est pas un homebrew qui a réussi? Est-ce qu'un jeu pro, dans le fond, ce n'est pas un homebrew qui a réussi? Bah oui, tous les jeux ont été créés par quelqu'un qui, à un moment donné, s'est dit, j'aimerais bien faire un jeu et... Quand je joue, je fais ça et tout. Je dirais basiquement qu'un jeu pro, c'est un homebrew qui a réussi. Je pense qu'il y a peu de jeux, il y en a peut-être quelques-uns, mais il y a peu de jeux qui répondent à une sorte de logique industrielle. Ah si. Je pense qu'il y a des jeux pro qui ne sont pas des homebrew qui ont réussi. Et on en a un très bon exemple. Les jeux de Free League. Bon, c'est un sujet philosophique. D'ailleurs, c'est précisé par la Moule Intello. Est-ce que vous pensez encore que les jeux de Free League qui exploitent, en fait, ils utilisent une même mécanique et en fait, ils récupèrent tous des licences différentes. Et ils appliquent leur nouvelle mécanique sur la licence. Est-ce que c'est encore du homebrew? Bien sûr que le système Year Zero Engine, etc., au début, ça devait être un peu un truc genre, je crée un système, on fait des tests et tout. Mais dans quelle mesure, au bout d'un moment, t'appliques la même recette juste sur un nouvel univers? On est encore dans un homebrew, en particulier si tu ne crées même pas l'univers. C'est-à-dire que tu reprends une licence existante et tu réappliques les mêmes règles. Ça n'enlève rien à la qualité du jeu. Parce que dans jeu pro, on peut se dire un jeu pro, c'est un jeu où les gens payent, où la personne qui les crée, c'est une de ses activités principales de créer ce jeu, donc ça en devient un jeu pro, tu vois, rien que ça, il y a une question. Il y a une question des valeurs aussi. Si dans la question homebrew, tu vois, c'est un truc comme plus pur, plus normal, plus sain, plus beau, plus créatif, parce que c'est homebrew, peut-être que ça change la manière de répondre à la question, je sais pas. En gros, ce que je veux dire, c'est que pour moi, le homebrew, il y a un côté un petit peu, je suis à la maison. Tu vois, c'est un mot valise, c'est un peu un truc. Je suis à la maison et je commence à créer un jeu et je fais mes petits tests et tout. Et de fil en aiguille, en me rendant compte, c'est plutôt cool et tout. J'essaye de le fignoler. Et au bout d'un moment, je le rends public. Donc, déjà, dans le jeu pro, il y a un peu une question de publication, de point final aussi. Un homebrew, ça peut être vivant et ne jamais devenir un jeu pro, tout simplement parce qu'il n'y a pas la volonté de le formaliser, de lui donner une fin. On ne cesse jamais de le modifier vraiment. Je pense qu'il y a un peu un délire comme ça. Un jeu pro, c'est un jeu sur lequel tu as accepté de mettre un point final. Peut-être même en ayant des regrets ou des trucs où t'étais pas sûr. Mais tu t'es dit, ça maintenant, je le donne
au reste du monde et je le finance si c'est pro et je le fais payer. Et donc du coup, je dirais que oui, il y a des homebrew qui deviennent des jeux pro. Je pense pas que ça fasse qu'ils ont réussi. Parce que d'ailleurs, c'est pas parce qu'un jeu est pro qui réussit. Il y a des jeux qui sont édités, illustrés, nanana, qui font un flop total. Donc en fait, pour moi, un jeu pro, ce serait plutôt un jeu homebrew qu'on a formalisé de façon à ce que d'autres gens puissent s'en servir, a priori, en le commercialisant. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Dites-moi tout. En écartant la réponse facile, changer de joueur, vous disserterez sur la question comment amener des joueurs adorant le Railroad, car aimant une bonne histoire et se foutant d'être manipulé par le MJ en coulisses, vers le bac à sable ouvert sans PNJ pour initier les quêtes, et créer de la je meurs. Et créer de la proactivité chez des joueurs qui se laissent habituellement porter. Vous avez 3 heures, allez, bon 30 minutes. Question de Marco Volo. Coucou Marco Volo. En écartant la réponse facile, changer de joueur, vous disserterez sur... C'est pourtant la question, une des réponses que j'aurais données dans l'immédiat. Vous disserterez sur la question comment amener des joueurs adorant le Railroad. Okay. Déjà, est-ce qu'ils adorent le Railroad? Comment on peut savoir si nos joueurs adorent le Railroad? On va admettre que les joueurs, on leur a expliqué plusieurs fois. Voilà, honnêtement, je vous ai tiré par le bout du nez. Ils ont dit, ouais, mais nous, on adore. Vers le bac à sable, ouvert sans PNJ. Alors, la question est tellement longue. C'est 3 lignes, la question. Déjà, je pense, si les joueurs adorent le Railroad, peut-être qu'il faut continuer à leur servir du Railroad. De prime abord, comme ça, je me dis. Est-ce qu'on est obligé de les amener? C'est pour ça que moi, je dirais, il faut changer de joueur. S'ils adorent. En fait, je pense que tu as raison, Marco Volo. Je pense que tu as raison, Marco Volo. Je suis médisant. Ce n'est pas parce que tes joueurs adorent le Railroad, tu dois te sentir obligé de leur servir du Railroad. Si toi, ça ne t'amuse pas de les Railroad. Et souvent, c'est ça. C'est qu'en fait, on dit, oui, mais si les joueurs ne le voient pas, nanana. Déjà, je déteste. Moi, j'aime bien la transparence. Et généralement, en fait, quand j'essaye de rendre les joueurs, quand je réfléchis à les rendre plus proactifs, prennent plus de décisions par eux-mêmes, sans que j'ai besoin de les traîner, etc., c'est pas pour leur plaisir à eux. C'est pas en voulant leur dire, mais regardez, joueurs, tout ce que vous ratez, etc. C'est parce que moi, j'ai envie qu'ils fassent ça, quoi. J'ai pas envie de les railroad. Ça m'énerve. Pourquoi? Parce que déjà, quand je les railroad, c'est pas du tout la même manière de préparer. C'est pas du tout la même manière de jouer non plus. D'un seul coup, je deviens un peu le grand narrateur, etc. Je l'ai fait et ça m'intéresse pas tant que ça, quoi. Donc effectivement, il y a des joueurs. J'ai activement essayé, moi, de les rendre plus proactifs pour m'amuser plus, moi. Pas pour qu'eux, ils s'amusent plus. Et souvent, d'ailleurs, ils s'amusent moins dans un premier temps parce qu'ils sont perdus. Parce qu'ils découvrent un nouveau truc. Et ils sont inconfortables. Et comme ils aimaient bien l'autre truc, bah ils vont rester à l'autre truc. C'est assez classique d'ailleurs. C'est les gens qui jouent tout le temps à D&D ou les gens qui jouent tout le temps sans utiliser de nouvelles règles au même jeu, etc., etc. C'est parce qu'ils sont confortables là-dedans qu'ils continuent à jouer. Et on va pas leur en vouloir personnellement. On s'en fiche. Mais ce qui rend difficile le passage à un autre truc, c'est rarement le fait de savoir ce qu'ils aiment. Comment on peut savoir ce qu'on aime? Il y a trop d'expériences à vivre pour être tout à fait certain qu'on adore un truc. Donc en fait, le moment où tu te dis c'est bon, j'ai trouvé ce que j'aime, j'arrête de chercher, c'est le moment où tu as envie de confort, d'arrêter d'être curieux. Et comme ça paraît très péjoratif, mais pas forcément. C'est pas forcément péjoratif. Peut-être parce que tu veux t'intéresser à d'autres trucs. Tu as un temps limité, tu peux pas jouer à tous les jeux. Donc à un moment donné, tu te dis bon bah ça en vrai j'aime bien. Je vais faire une petite pause sur la découverte. Je vais arrêter de me challenger. Je vais arrêter d'essayer de changer de perspective et tout. Je vais profiter du confort de jouer à les jeux Year Zero Engine par exemple. Je vais jouer à tous les jeux Free League parce que c'est bon. Year Zero Engine, je connais, j'aime bien. Je suis parti loin là. Il faut que je revienne à la question. Je pense qu'un bon moyen d'amener des joueurs adorant le Railroad vers le bac à sable, ce serait de leur faire jouer des mini bacs à sable, un peu comme des one shot, des two shot bac à sable. Je leur dis juste, ce soir, on va jouer à rembourser la dette. Vous avez une dette de 10 000 pièces d'or. Dans 3 jours, il y a un mec, il vient pour vous carotte vos 10 000 pièces d'or. Il va vous slay. Il va vous égorger si vous le faites pas. Si vous n'avez pas les 10 000 pièces d'or, ok? C'est chaud. Qu'est-ce que vous allez faire pour avoir ces 10 000 pièces d'or? À vous de jouer. Et genre, là, tu vois, il y a toujours une forme de réactivité. Le jeu ne peut pas être que proactif. Et en particulier pour des gens qui sont pas du tout habitués à cette proactivité, qui vont pas créer leurs propres opportunités. Tu peux juste leur mettre une contrainte simple. Il faut que vous gagnez 10 000 pièces d'or. Il faut que vous vous échappiez de cet endroit. Il faut que vous organisiez un mariage. Je leur donne une sorte de mission assez large, un cadre esthétique dans lequel le réaliser. Toi, t'as ta petite prep, t'es prêt à improviser, à inventer des trucs si nécessaire. T'as peut-être quelques lieux et tout. Tu vois, t'as pensé un peu l'endroit un peu largement. Puis tu dis, bah voilà, si vous faites rien, vous êtes mort. Parce que dans 3 jours, machin, il vient vous défoncer parce que vous n'avez pas payé la dette. Et du coup, je pense que c'est un moyen de donner une petite impulsion, un petit hop, on y va. Et je pense que ça peut permettre de goûter un peu au truc assez facilement, quoi. C'est la première idée que je me dis. Ensuite, il y a la possibilité de jouer à des jeux qui renforcent vraiment le côté pendant la partie, on crée le truc. Genre, je sais pas, les jeux Powered by the Apocalypse ou des jeux où on a...
En fait, ça fait partie du début de la partie. En fait, quand on arrive à la partie, personne ne s'est préparé. À la limite, on a juste lu les règles. On prend des fiches et le jeu, il nous demande de répondre à des questions. Et donc, en fait, on commence à créer la situation. Ça fait vraiment partie du jeu qu'on fait tous ensemble, etc. Sur le temps de jeu, c'est pas un truc à faire à côté. Vas-y, je t'envoie des backgrounds pendant 3 semaines. T'as vu sur Drive, je t'ai envoyé un nouveau doc sur le monde. Il y a 30 pages. Je sais pas si t'as regardé. Bon, en vrai, ça peut faire partie du jeu. Ça dépend de comment on se situe. Mais en gros, t'as des jeux où une partie de la préparation du jeu, c'est de plus ou moins commencer à préparer notre contexte. On invente des liens entre nos personnages, etc. dans les 30 premières minutes. Et du coup, en fait, on le fait tous de manière collective, en tour de table. On est déjà dans la proactivité, en train de créer tous ensemble ce qu'on va jouer, ce qu'on veut jouer. On sort du dialogue, je donne des trucs au MJ et il prépare. Et il doit me relier à l'intrigue, tout ça, tout ça. On sort de ça. Donc peut-être jouer à des jeux Powered by the Apocalypse. Encore une fois, j'ai un jeu dont j'ai envie de vous parler. Je sais pas quand cette vidéo va sortir. Je sais pas si j'ai envie de vous spoil le jeu. Mais il y a un jeu que je trouve trop cool pour ça. Il y a des jeux pour ça. Un autre truc qui pourrait être fait, c'est tu dis aux joueurs, écrivez-moi des rumeurs. Ok. Donc t'as un joueur, il écrit la rumeur sous la ville, dans les égouts. Il y a quelque chose qui est en train de grossir, de grandir. T'as un autre joueur, il dit le roi est corrompu. T'as un autre joueur, t'as une joueuse, elle dit ouais, il y a un trésor. Là-bas. Tu leur fais créer des rumeurs et c'est bon. Parce qu'en fait, ils viennent d'une certaine façon de participer à inventer des trucs qui leur semblent assez cohérents dans le trope dans lequel on va jouer, tu vois. Et peut-être même que comme ça, ils ont d'une certaine façon annoncé ce qu'ils voulaient voir dans le jeu. Je pense qu'il y a plein de manières d'approcher le truc. Je suis pas sûr de super bien répondre à la question. Vous me direz en commentaire. Question de Romain, je pense que ce sera la dernière. Dans un bac à sable, si les joueurs s'intéressent à un détail qui n'était là que pour mettre un peu de relief, quel conseil donnerais-tu? Improviser une petite quête sans rapport avec le main plot, essayer de les rediriger ailleurs? Exemple. Ah, un exemple, merci. Ça, c'est bien les exemples. Faites plus d'exemples. Parce que là, un détail, je suis en mode... Justement, un détail, ça peut être juste un petit relief. Ça peut être un ornement sur une colonne. Je suis en mode, je sais pas si j'ai envie de créer tout un schmilblick sur un ornement sur une colonne, je sais pas, enfin ça dépend quoi. Exemple, ils arrivent dans une ville proche des montagnes, il y a un campement minier un peu excentré qui sert juste à poser le cadre économique de la ville, qui contient aussi un marché de minerais, une guilde de forgerons, etc. Les PJ décident d'aller fureter dans ce campement où rien n'était spécialement prévu. Ça, c'est le moment où je me dis c'est stylé. J'ai envie de faire du jeu de rôle. Ils vont dans le truc secondaire. Et ils disent c'est intéressant. On y croit. Et si on était dans un jeu un peu plus narratif, improvisé, où on sait tous en méta que il y a beaucoup moins de préparation, on se dit j'aimerais trop que l'histoire apporte un peu sur le marché de minerais, sur la guilde de forgerons. Et donc, je suis activement en train de dire ce à quoi j'ai envie de jouer, quoi. Tes joueurs, ils arrivent au campement minier, t'as une joueuse, elle dit, ok, moi je veux questionner le maître d'œuvre, le contremaître du truc, etc. T'as un joueur, il fait, moi je regarde quel genre de minerais ils extraient, etc. Ils se disent qu'il y a un complot et tout. À ce moment-là, c'est assez situationnel. C'est situationnel et encore une fois, ça dépend du jeu auquel tu joues. Si c'est un jeu, comme on le disait, un peu narratif, où finalement on joue aussi En fait, l'intérêt des joueurs pour la chose, dans le jeu, on t'encourage à faire que ce soit intéressant. C'est-à-dire que si je joue à, encore une fois, un jeu Powered by the Apocalypse, en vrai, j'ai quasiment pas de prep. On est plutôt en début de campagne parce que au fur et à mesure d'une campagne, peu importe la manière dont vous décidez de jouer, etc., du système dont vous servez, au bout d'un moment, il y a des choses qui sont établies et qui deviennent canon. Et donc, du coup, il y a de moins en moins de choses qui émergent la plupart du temps. Donc là, on se met plutôt dans le trope, enfin dans le trope. Dans la situation où je suis en début de campagne. Mes joueurs se dirigent vers le marché de minerais, la guilde des forgerons, etc., etc. Je peux me dire, vas-y, il faut que je capitalise là-dessus. En plus, le jeu m'y encourage. Le jeu me donne des outils pour ça. C'est l'attendu des joueurs. S'ils s'intéressent à la mine, c'est un move qui est censé me dire, à ce moment-là, vu qu'ils sont en train de faire une sorte de player move. Je suis en train de jouer à un jeu Powered by the Apocalypse, on s'intéresse à la mine, il faut a priori que la mine soit intéressante. On va faire en sorte qu'elle soit intéressante. C'est le but du jeu. Donc oui, 100% oui. Maintenant, disons que tu joues à un jeu classique, genre OSR, etc. A priori, je pense que c'est moins un attendu que tu rendes, un attendu de la part des joueurs en méta. Ils s'attendent pas forcément à ce que toi, en tant que MJ, tu rendes la mine intéressante. Ils y vont pour voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Et donc à ce moment-là, potentiellement, faire en sorte que la mine ce soit un endroit intéressant, c'est subvertir les attentes du jeu. Ça veut pas dire que tu dois pas le faire, mais ça veut dire qu'on se demande, on peut déjà plus se poser la question, est-ce que je le fais ou pas? T'es dans une enquête, les PJ vont au mauvais endroit,
ils ont l'impression, ils croient dans le fait qu'ils enquêtent. Ils croient qu'ils vont trouver des indices à cet endroit-là qui va leur permettre d'avancer sur l'enquête en cours. Et toi, tu déplaces les indices à l'endroit où ils vont, et on est dans un jeu classique. Potentiellement, ça peut être vu comme une trahison. Donc tu peux faire le magicien et dire, ah là, vous êtes trop intelligent, vous êtes allé dans la mine, c'est là-bas qu'il y avait les indices. Waouh, vous êtes vraiment des enquêteurs de fous. Alors que t'as juste déplacé tous les indices dans la mine, ça regarde ton âme. Mais la question se pose déjà plus. Mais d'un autre côté, sans parler d'enquête, etc., un marché de minerais, une guilde de forgerons, réalistiquement, elle va avoir des problèmes. Et donc, si t'es justement dans un jeu OSR, etc., tu peux avoir une liste de rumeurs, tu peux avoir une liste de trucs qui se passent, tu peux avoir des outils, en fait, que tu vas utiliser au moment où les PJ vont au marché de minerais à la guilde de forgerons. T'es pas obligé d'avoir préparé un méga plot intriqué avec la mine qui est inclus et tout. T'as juste mis sur ta map, bah oui, il y a un endroit où il y a une mine il y a une mine. Ils ont besoin de fer, en fait, pour que cette ville vive. Donc, bien sûr qu'il y a une mine. Et en fait, t'as pas réfléchi à tout un truc méga intéressant dans la mine. Tes joueurs vont dans la mine. Mais comme tu t'es dit, dans ce jeu, j'ai des tables de rumeurs, au moment où ils vont arriver dans la mine, tu vas faire ton jet de table de rumeurs pour voir quelle est la rumeur qui court dans le marché de minerais. Et donc, à ce moment-là, la question, est-ce que je dois improviser un truc en rapport avec le main plot, essayer de les rediriger ailleurs, ne se pose même pas, parce que le jeu auquel tu as décidé de jouer, c'est de laisser tes joueurs explorer et d'utiliser des mécaniques de jeu pour découvrir avec eux ce qui se passe dans chacun de ces endroits, etc. Et donc, comme on a dit que c'est dans un bac à sable, et ça je l'avais oublié au début de ta question, dans un bac à sable, si les joueurs s'intéressent à un détail qui n'était pas là, je te dirais, dans un bac à sable, a priori, moi, je chercherais pas forcément un truc en rapport avec le main plot, ou aller rediriger ailleurs, j'essaierai de capitaliser sur le fait qu'ils s'intéressent au monde. Maintenant, comme on l'a dit, au fil d'une campagne, ça peut évoluer. C'est-à-dire que si, et en plus c'est le cas en ce moment sur une campagne que je joue, assez tôt dans la campagne, on se rend compte que dans les souterrains, dans le monde sous le monde, il y a un truc qui se passe. Quand mes PJ vont aller juste vers le campement minier, 10 sessions après, alors que session 1, ils sont allés sous terre et il y avait, je sais pas moi, une armée il y avait des nids d'insectes, tu vois, qui se préparaient en dessous de la région. Session 1, on a découvert ça. Si 10 sessions plus tard, ils vont dans une mine, là, je me dirais que dans cette mine, ce qui se passe, c'est pas aléatoire. C'est lié aux fameux insectes dans les souterrains. Est-ce que ça les rapproche du main plot? Non, parce qu'il n'y a pas vraiment de main plot. Enfin, on va dire que c'est un main plot qui est apparu de facto, quoi, qui est apparu organiquement. Vu que au départ, moi, j'avais pas écrit cette campagne, c'est une histoire d'insectes dans des souterrains et que j'ai pas fait avancer tout le temps cette histoire d'insectes dans les souterrains, j'en ai pas fait le main plot. C'est juste que c'est apparu, les PJ s'y intéressent, etc. Donc, dans les faits, on pourrait dire qu'à ce moment-là, c'est l'intrigue principale sur laquelle ils se penchent. À ce moment-là, je peux me dire, ok, il y a déjà beaucoup de choses à gérer dans cette campagne, par exemple. Je vais décider de ne pas en rajouter tout de suite. Pour l'instant, je jongle. J'avais fait une vidéo sur le jonglage. Je sais même plus le nom de la vidéo. Je jongle déjà à 6 balles, là. Il y a 6 intrigues en cours. Wow, c'est le bordel. Ils vont dans la mine. J'en profite pour ramener sur le tapis et pour faire vivre le monde et rendre le monde vivant. Un truc qui a émergé précédemment et que potentiellement les joueurs s'y intéressent et referment un peu cette porte. Comme ça, on arrête de jongler à 6 balles. Hop, on joue plus qu'à 5. On est un peu plus tranquille. Et là, la prochaine fois qu'ils vont dans un endroit, je me dis, ok, c'est plus tranquille. Je peux remettre des balles dans mon jonglage. Hop, je reprends une balle et maintenant on rejongle à 6 balles, tu vois. Ça peut être un délire comme ça. On parlait aussi dans une vidéo précédente, de finir sa campagne. Et la question était posée d'une manière marrante. C'était Menika qui l'avait posée. Elle avait dit, la campagne, elle est trop bien, on veut tous continuer, etc., etc. La hype est ouf. Comment je fais pour l'arrêter? Je pense dans la question, il y avait un truc marrant dans l'équation. Parce qu'en fait, Manika voulait arrêter la campagne. Et donc, ça avait complètement biaisé la question, le fait qu'elle écrive, on est tous hype, comment arrêter la campagne? Parce que moi, je me disais, mais pourquoi tu vas arrêter la campagne si vous êtes tous hype? Mais bref, il y a cette question de terminer une campagne. Il y a des gens, ils veulent créer une histoire, etc., etc. Et à un moment, on sent qu'on veut refermer la campagne. Là, c'est pareil. À ce moment-là, quand les joueurs, ils vont dans la mine et la mine, t'avais rien prévu, t'essayes de ramener tous les éléments qui ont émergé dans la campagne le plus possible au fur et à mesure de reconcentrer la campagne. C'est un peu... en fait, ça, c'est juste un procédé narratif. C'est-à-dire que t'essayes de faire en sorte qu'un maximum des questions posées par la campagne trouvent leur réponse avant qu'on termine la campagne. Donc si ça c'est quelque chose qui t'importe vraiment, que toutes les portes soient refermées, je pense que c'est le bon moment pour effectivement reconcentrer les éléments de ta campagne dans la mesure où ça reste assez logique, quoi. Tu vois, par exemple, l'histoire des insectes dans la mine, ça me semble être le bon moment. Si tu tords complètement le machin, etc., tu risques de ne plus avoir la fameuse honnêteté dont on parlait dans la première question. Si le grand méchant, on pensait il était à la montagne du destin, tu vois, et là tu dis, ouais, la campagne, faut qu'elle se termine. Le grand méchant, bam, il est dans la mine, en fait. Faites quoi?
Bon, on voit tout de suite que ça pose problème. Et les joueurs, ils peuvent être un peu dégoûtés. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser des nouvelles questions. N'hésitez pas en commentaire si vous aurez répondu d'une manière différente aux questions, à proposer des angles, des approches différentes. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à venir soutenir sur Tipeee. Et un truc que j'ai tendance à ne jamais dire, à mettre la petite cloche qui vous notifie quand une nouvelle vidéo sort pour éviter que ces vidéos ne partent dans les tréfonds. Merci encore, et à très bientôt, sur le bon MJ. Oh, les jeux de rôle!